Bienvenue au 25e podcast. François Blackburn qui va être ici pour avec vous, ainsi que Maxime. Maxime, qui es-tu? Quelle entreprise tu viens? Yes, merci. Heureux d'être ici, François. Merci de nous inviter. Je suis conseiller technique chez Genius, qui est développeur de logiciels ERP depuis près de 30 ans. On travaille principalement avec les manufacturiers depuis plusieurs années. Puis aujourd'hui, j'agis à titre de conseiller au niveau des ventes, mais aussi comme expert technique au niveau des ventes. Pour aider les clients à choisir le bon ERP pour leur business. Ouais, moi, j'aime ça. C'est en partant 30 ans qu'on fait des ERP. Ouais. Moi, j'aime tout le temps ça qu'on le rappelle parce que des ERP, c'est en termes de solutions informatiques, on s'entend, c'est assez robuste. Ça fait, comme je te dis, 30 ans, mais même les gros joueurs, ça fait même peut-être un petit peu plus longtemps, mais pas tant que ça. Ouais. Ça fait très longtemps que ça existe. Là. Les erreurs ont été faites par le passé. Là, on s'entend là-dessus. Là. Oui, on va en reparler tantôt, mais effectivement, quand on se rappelle des années 70-80, qu'on parlait des premiers MRP, MRP2. Les systèmes experts. Les systèmes experts. Fait que on en remonte quand même il y a plusieurs années. Fait que l'ERP, ça date pas d'hier. Ça date pas d'aujourd'hui. En fait, ça fait plusieurs années que ça existe. Oui, vraiment. On a passé l'écran noir avec l'écran vert. Maintenant, c'est beaucoup plus avancé. Ouais. On va pas en parler. Écoute, le STIC, donc le Sous-traitance industrielle Québec, ont sorti des statistiques. Statistiques qui parlent, qui expliquent en fait pourquoi en ce moment on fait une activité marketing de discussion du sujet, pourquoi le DIGFAB est là, pourquoi vous faites beaucoup de pré-vente puis d'aide les manufacturiers, mais c'est la statistique, c'est 40 à 60% des opportunités de transformation numérique ne se concrétisent pas dans le manufacturier. As-tu des pistes de solutions, d'idées, de pourquoi ça explique cette statistique-là? C'est quand même impressionnant comme statistique. C'est énorme, là. C'est assez capoté. Puis dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les gens vont passer à travers les processus d'aide, de plan numérique, d'Audit 4.0. Puis il y a vraiment beaucoup d'aide sur le marché aujourd'hui pour les clients pour faire ça. Puis malgré ça, les clients se retrouvent à faire un choix de solution. C'est des gens qui reconnaissent la valeur des solutions. Il y a un payback, il y a un ROI. Puis malgré tout ça, quand même, plus que la moitié des gens sont pas capables de prendre la décision pour leur business d'aller de l'avant. La réalité, c'est qu'on avait quand même la difficulté à comprendre le comportement des gens par rapport à ça. Puis pourquoi est-ce que, malgré tout est là sur la table, la preuve est faite, on devrait aller de l'avant, c'est bon pour l'entreprise, il n'allait pas de l'avant. On était vraiment mal équipés. On n'avait pas tant de données pour nous aider à comprendre le comportement des gens. Puis en 2020, il est arrivé quelque chose, une pandémie, je ne sais pas si tu es au courant. Je ne connais pas, non? Non, OK. Du jour au lendemain, en fait, pour tout ce qui est développement d'affaires, c'est devenu... c'est la meilleure chose qui n'aurait pas pu arriver sur la Terre pour nous. Parce que du jour au lendemain, toutes les conversations qui avaient lieu one-on-one avec quelqu'un auparavant se sont mises à devenir virtuelles. Puis là, à travers des enregistrements téléphoniques, des Teams, des Zooms, on s'est ramassé avec aucune donnée. On n'avait aucune donnée, puis on s'est ramassé avec des téras, des pétabits de données d'enregistrement, des données déstructurées, évidemment. Puis là, ça, ce que ça a permis de faire, on a permis de prendre ces informations-là, puis d'appliquer ce qu'on appelle des outils d'intelligence conversationnelle. Fait que ça, essentiellement, là, c'est un gros mot pour dire c'est de l'intelligence artificielle, okay, qui nous permet de prendre des transcripts sur des appels qui ont été faits, puis dégager des tendances. Comprendre pourquoi les gens, essentiellement, vont pas de l'avant avec les projets de transformation, les projets complexes. Puis, sans tomber dans le détail de comment cette recherche-là s'est faite, il y a comme deux thématiques qui sont sorties de là. La première était déjà quand même connue, c'est ce qu'on appelle le statu quo. Ouais. Fait que le statu quo, c'est assez simple, le client ne reconnaît pas la valeur de la nouvelle solution, ne prendra pas le risque d'aller de l'avant, veut éviter le changement. La deuxième thématique qui est sortie, on la comprenait un peu moins. Puis le statu quo, ce qui était fun, c'est que c'était présent dans la discussion. Le client en faisait part avec l'agent de changement, je vais dire ça comme ça. Mais la deuxième thématique, c'est ce qu'on appelle l'indécision. L'indécision, c'est large quand même comme topic, là, mais c'est l'incapacité à prendre une décision. Puis ça, en fait, on le voyait pas beaucoup, les gens n'en parlaient pas énormément parce que c'est ancré vraiment personnellement, c'est dans une peur, c'est relié vraiment à ce qu'on appelle un biais psychologique, on appelle ça le biais d'omission. Puis le biais d'omission, en fait, ce qu'il fait, c'est que les gens, ils veulent éviter de prendre une décision qui va causer des problématiques. Ils préfèrent beaucoup plus ne pas prendre de décision pour éviter de causer des problématiques par la suite.
Puis ce qui revient au statu quo. Ce qui revient un petit peu au statu quo, effectivement. Essentiellement, dans mon monde à moi, dans le jargon, ce qu'on disait, excusez l'anglicisme, là, mais c'est le fear of messing up, beaucoup plus grande que the fear of missing out. Fait que là, les gens aujourd'hui se retrouvaient dans une situation où ils étaient incapables de prendre la décision. L'indécision est comme ancrée dans... Il y a comme 3 choses qui font en sorte que les gens aujourd'hui ont de la misère à prendre la décision. La première, c'est qu'ils craignent de ne pas prendre la bonne décision. Ça, c'est la chose la plus évidente. La deuxième, essentiellement, c'est qu'ils craignent de ne pas avoir fait suffisamment de recherche. Là, je ne sais pas si tu sais, mais quand tu cherches, mettons, solution TI manufacturée sur Google, tu vas scroller pendant longtemps. Oui. Puis la dernière raison, en fait, c'est surtout c'est dû au fait qu'ils ont peur ou ils craignent de ne pas avoir la valeur de ça pourquoi ils payent. Fait que, tu sais, il y a vraiment ces 3 choses-là qui sont là. Puis, pourquoi est-ce que c'est peut-être plus présent aujourd'hui que c'était dans le temps? On pense que c'est à cause que l'environnement dans lequel les gens prennent des décisions s'est aggravé avec le temps. C'est aggravé de quelle façon? C'est aggravé essentiellement avec... Il y a de plus en plus d'options. Il y a de plus en plus d'informations. Ça coûte plus cher faire un système ou prendre une décision. Puis là, évidemment, puisque tu as tout ça et ça coûte plus cher, les gens, le risque de prendre la mauvaise décision, le coût d'opportunité relié à ça est plus élevé qu'il était dans le passé. Fait que, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, l'indécision est beaucoup plus fréquente que le statu quo parce qu'on est capable de prouver aux clients que les solutions aujourd'hui, que ça va régler un paquet de problèmes dans leur entreprise, mais la décision est encore là. Puis malgré que les gens font des tables, des concertations, sont plusieurs à prendre une décision, malgré tout, c'est plate comme ça, mais il y a toujours quelqu'un qui va signer un chèque puis signer un contrat quelque part. Puis cette personne-là, évidemment, elle ne veut pas mettre en péril, elle ne veut pas être la personne qui a pris la décision, qui a fait en sorte que ça s'est mal passé. Là. Fait que, the fear of messing up dans ce cas-ci, ça se passe mal. Ouais. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, là, je te dirais que on pourrait prendre un podcast, parler de ça au complet, mais je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que pour être capable de prendre la bonne décision, les gens ils ont besoin d'être accompagnés dans le processus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des acteurs sur le marché aujourd'hui comme vous, puis il y en a plein d'autres ici au Québec, de plus en plus, qui vont aider les gens à prendre ces décisions-là puis les guider dans la prise de décision. Oui, puis écoute, t'en parlais, puis je voulais rajouter, mais je me suis dit, je vais te laisser terminer juste ton idée. Il y en a un autre aussi que j'aimerais dans les points de l'indécision, là. L'entreprise manufacturière, puis ça, c'est pas de la recherche, c'est pas de la science, c'est mes observations. Quand tu achètes une machine, un robot, là, tu le touches, c'est physique. C'est physique, oui, c'est tangible. C'est tangible. Puis même à ça, quand tu achètes quelque chose, on leur dit, mais la règle du poids, c'est le double du prix, ça va être le coût d'intégration. Mais là, c'est là où la partie moins tangible de connectivité, exemple, ton robot avec ton ERP, avec tes systèmes de gestion, peu importe. Là, ils font, ça va me coûter autant que le robot. Je suis comme, c'est une règle du pouce, mais prends en compte que oui, vu que ça se voit pas. Puis je peux comprendre, tu es une personne qui a bâti ou qui a travaillé à bâtir une entreprise. Tu as vu des échecs, tu as vu des succès, tu as vu que ça va bien, tu as ton impression, mais la partie TI, souvent, c'est comme caché. Ouais. On le voit pas. Puis quand on parle d'industrie 4.0, c'est l'interconnectivité des systèmes, entre autres. Là, c'est le gros nerf de la guerre. Effectivement. C'est cette partie-là qu'on voit pas nécessairement. Tu as entièrement raison. Puis aujourd'hui, de mettre un ROI sur une machine, c'est facile, ça va doubler ma capacité de production. C'est un calcul mathématique très simple. Quand on parle d'ROI sur des systèmes ou tout ce qui est transformation numérique, on va toucher le tangible, mais on va toucher beaucoup d'intangibles. Ça devient difficile pour les gens de mettre des chiffres là-dessus puis justifier, dans le fond, le coût associé à cette intégration-là. Parce que souvent, j'utilise une analogie pour les gens. Dans notre clientèle, on a quand même pas mal de clients chez JIS depuis 30 ans. Puis quand tu leur poses des questions aujourd'hui, c'est quoi, par exemple, concrètement, les avantages que tu as vus? Bon, il y a des gens qui sont capables de nous donner des indices, mais il y a des fois des gens qui disent je continue à faire ma job, puis pas beaucoup de changements. Puis, à l'inverse, tu leur poses la question, parfait, OK, ça n'a pas changé beaucoup. Demain, je le désinstalle. On enlève ce qu'on a fait. Oh, mais là, tu peux pas faire ça. Fais pas ça, là. OK, mais pourquoi tu peux pas le faire? Là, ça donne lieu à des conversations un peu plus intéressantes. Fait que
quand les gens se mettent à penser, OK, j'ai ça, c'est un acquis, maintenant que j'ai plus l'acquis, pourquoi est-ce que cet acquis-là est intéressant? Fait que, il y a du tangible, mais il y a de l'intangible beaucoup là-dedans. Oui, totalement. Ouais. Fait penser à un autre point en termes d'accompagnement. Nous, nos services, c'est vraiment, on part des besoins. En fait, on part d'un besoin, on vient de clarifier, des fois, ça vient changer un petit peu. Après ça, on s'en va justement vers un appui au niveau préparé pour du financement, subvention, s'il y a lieu, pour ensuite aller vers une veille de solutions. Puis des joueurs comme vous là, qui rentrent dans les discussions pour aider une entreprise. Puis c'est vrai que nous, une fois les rencontres ont été faites, une fois qu'il y a eu pas une décision, mais on les a aidés, on les a accompagnés, matrice de sélection, cahier des charges. On les aide, mais nous, on finit là. Mm-hmm. Puis là, quand tu parles de l'indécision, depuis tantôt, je suis là, c'est vrai, il nous manque une petite étape de plus. Avec la transition, ils ont sélectionné un joueur pour aller vers de l'avant, peu importe la solution. Mais c'est vrai que nous, on finit là. Fait que quand tu me parlais de ça, je disais, c'est vrai. Ben oui, jamais pensé à ça. Mais c'est toujours. Tu sais, ce processus-là, aujourd'hui, il est important parce qu'on guide le client, on rationalise un achat complexe on veut enlever un peu l'émotion. Par en même temps, ben, des gens comme vous veulent demeurer un peu neutres, agnostiques. Fait qu'ils ne veulent pas nécessairement pousser vers une solution. Fait qu'on le voit beaucoup. Fait que, tu sais, sur papier, on dit, OK, ben sur papier, c'est cette solution-là qui est la meilleure. Puis là, on parle de fonctionnalité quasiment pure et dure. Oui, ben oui. Mais on voit beaucoup les gens, ils veulent comme pas un peu comme les clients, ils veulent pas se commettre à dire tu devrais peut-être choisir cette solution-là, par peur peut-être de. Bien, dans notre cas, c'est pas par peur. Pour vrai, des fois, tu as un feeling, tu as un gros feeling, puis tu sais, des fois, ils veulent nous l'arracher, puis je leur dis tout le temps, tu sais, moi, j'aime le dire. Tu as la solution, puis tu as l'intégrateur. L'intégrateur, c'est les personnes avec qui tu parles. Ça fait 2-3 rencontres qu'on a. Là. Tu t'entends-tu bien avec eux? C'est important, là. Parce que t'es là, ils sont là longtemps. Ils sont là très longtemps. Puis quand on dit longtemps, là, le monde dit « Mais non, mais ils sont là parce qu'on va les payer pendant des années. » Non, c'est pas là. C'est que si vous avez besoin d'un support, de l'aide, proposer une amélioration, vous allez vouloir continuer. Puis ça va être c'est un partenaire, là. C'est ça, dans votre croissance. Je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment le voir comme un partenaire d'affaires aujourd'hui plus qu'un fournisseur. Donc, on considère que le client va de l'avant dans son projet numérique. Comment on peut s'assurer, en fait, que la concrétisation de son projet soit un succès? Oui. Il y a beaucoup de facteurs là-dedans, puis je pense qu'on ne pourra pas tous les énumérer, mais je pense qu'il y a des facteurs clés de succès dans ça. Puis je ne pourrais pas parler pour toutes les sortes de transformations numériques, là, mais je peux parler tout de moins pour les projets ERP. Il y a, quand on va on peut parler de Genius dans notre base de clients à nous, quand on va chez nos clients et on demande, il y en a certains qui ont été des succès, puis pas de cachette, il y en a que ça a été un peu plus difficile. Tu vas dans cette base de clients-là aujourd'hui, puis tu fais des sondages, puis tu essaies de comprendre pourquoi est-ce que ça a bien été, pourquoi ça a moins bien été. Puis les facteurs clés de succès sont à peu près toujours les mêmes, je te dirais. OK. Fait que, mais dans le top de ceux qui reviennent toujours, tu en as un en particulier qui est ce qu'on appelle l'implicateur des usagers. L'implication des usagers, excuse-moi. Fait que ça passe par quoi l'implication des usagers? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ultimement, c'est eux autres qui vont faire l'utilisation des outils qu'on met en place. Fait qu'on comprend que... Puis c'était rapidement comme ça, j'étais un gars de chiffres, là, mais mettons, 1 personne sur 5 à qui on parlait nous ramenait ce sujet-là. Fait que tout le temps, cette thématique-là. C'est quand même beaucoup. C'est 20 là. 20 des gens qui on parlait disaient, les gens ont été impliqués dès le départ, puis ça a été un succès. Puis, tu sais, il y a d'autres éléments. Le support de la haute direction, il est en haut là. Souvent, on va voir des compagnies qui sont de façon opérationnelle, productivité, efficacité, sont pas top. Il y a des gens qui le remarquent, ça part d'en bas, ça remonte en haut. Puis là, quand ça arrive en haut, la direction, ils sont comme, c'est pas la priorité. Ça force pour avoir un changement. La direction n'est pas là pour vouloir le changement. Il n'y a pas un alignement stratégique au niveau de l'entreprise. Ça passe moins bien dans ce temps-là. La définition des besoins, mais la priorité des besoins, ça, c'est super important. D'ailleurs, ce travail-là, vous le faites avec les clients aussi. On part souvent de là, des objectifs. Là, fait qu'il faut que ça soit bien défini. Mais l'implication des usagers est toujours demeurée vraiment, je te dirais, le critère le plus important. Puis quand on est tombé là-dedans, en fait, il y a quelques années chez Genius, on a remarqué, en fait, que c'était un facteur qui avait une incidence assez importante sur la livraison des projets de façon, avec succès, là, on va dire ça comme ça. Puis on a voulu vraiment mettre un effort de notre côté pour améliorer l'implication des usagers. Comment est-ce que nous, on y est arrivé? En fait, c'est qu'on a mis en place ce qu'on appelle une plateforme d'apprentissage parce que
quand tu veux que tes usagers soient impliqués, dans le fond, il faut qu'ils soient dans le système. Puis pour qu'ils soient dans le système, il faut que tu leur enseignes. OK? Fait que pour leur enseigner, si tu leur enseignes ce qu'on appelle des connaissances, un savoir-faire, des compétences. Puis quand on est tombé là-dedans, chez nous, chez Genius, c'était comme c'est un sujet qui était complètement nouveau pour nous, si on peut dire ça comme ça. Fait qu'on passait d'un mode où quand on voulait former un client, on envoyait un conseiller chez le client qui était généralement un ingénieur industriel, quelqu'un qui avait un bagage technique pour faire ce qu'on appelle du magistral. Il faisait une présentation, il dit tu cliques ici, tu cliques là, tu fais ci, tu fais ça. Puis éventuellement, on a vu que la rétention, ce que le monde se rappelait de ce qu'on leur enseignait, était pas très bon. Fait que on a mis en place vraiment un projet d'amélioration chez nous pour être capable d'augmenter le niveau de rétention de la connaissance chez nos utilisateurs. Puis ça a passé vraiment par une plateforme qui s'appelle l'Académie de Genius. Puis quand on est tombé là-dedans, on est allé chercher des gens dans le domaine de la pédagogie pour nous expliquer comment est-ce qu'on fait. Puis là, on est tombé dans des sujets que je sais que tu affectionnes, parce qu'en étant au HEC, des choses comme la taxonomie de Bloom, qui essentiellement explique, si on veut le visualiser pour les gens qui écoutent le podcast, c'est un peu une pyramide à l'envers, puis au plus bas de la pyramide, c'est quand tu donnes un cours magistral ou une lecture à quelqu'un, il va retenir à peu près 5 % de l'information. Puis là, plus que tu montes, il va retenir de l'information. Puis en haut de la pyramide, ce qui fait que les gens retiennent le plus l'information qu'on leur enseigne, c'est essentiellement la pratique. Fait qu'il faut que les gens le fassent pour être capable de l'apprendre. Le top de la pyramide, je me rappelle bien, c'est enseigner aux autres. Fait que ça, c'est comme ce que les gens se rappellent le plus. Quand j'enseigne à quelqu'un, c'est là que j'ai le plus de rétention sur quelque chose. Puis moi, je veux juste te rajouter là-dessus. J'ai été chargé je suis chargé de cours. Et puis, j'ai remarqué, puis je dis tout le temps en joke, j'ai refait mon bac de génie. Mais je l'ai compris. Parce que j'ai enseigné comme plusieurs cours. Tu sais, je pense à chaque année des cours différents. Là. Fait que j'ai refait mon bac littéralement, mais là, à un niveau de... Comme tu dis, vu que je l'ai enseigné, j'ai dû bien le comprendre pour l'enseigner aux autres, pour les petites questions, les petites particularités, qu'au final, c'est là que tu saisis tout bien les concepts. C'est là que ça vient comme tout bien se tisser. Oui, absolument. Fait que même principe que je le comprends. Là, être assis, regarder quelqu'un dire clique là, clique là, clique là. Moi, j'ai jamais appris comme ça. Puis je comprends que les gens, c'est moins facile de la majorité des êtres humains, en général, c'est la rétention de l'information quand c'est présenté de cette façon-là. C'est pas bon. C'est vraiment mauvais. Fait qu'il y a vraiment un effort qui a été mis de notre côté. On a travaillé sur l'approche qu'on avait dans nos implantations pour former les gens. On est venu adapter un outil qu'on appelle l'Académie de Genius, qui, elle, sert vraiment beaucoup à tout ce qui est le plus le savoir-faire. Fait que les compétences, les acquis, la pratique se fait énormément par là. Fait que la pratique passe par là. Après ça, on tombe avec le conseiller en mode simulation. Fait que là, on va simuler vraiment de façon pertinente ce que le client va vivre dans le quotidien, mais dans le nouvel outil. Fait que là, on a remarqué vraiment une façon de bien enseigner. On a développé une façon de bien enseigner aux gens. La rétention était meilleure. Le taux de succès des implantations était meilleur. Fait que là, vraiment, on a décidé, on va investir là-dedans. Puis on a continué à investir dans la plateforme. Puis aujourd'hui, pour nous, pour que l'implication des usagers demeure encore super important, puis on pense que c'est ça qui fait qu'on a des succès avec les implantations de transformation numérique. Pour nous, ça passe par vraiment la rétention de l'information puis comment on forme les clients là, à travers. Donc, en fait, ça reste que l'Académie Genius, nous, comme on le voit beaucoup, c'est un élément différenciateur de votre solution. Là. Moi, de mon côté, là, quand j'aide les clients à expliquer Genius, ERP, c'est quoi les éléments différenciateurs, j'aime expliquer cette partie-là. OK. Dans le fond, vous voyez vraiment une différence entre l'approche standard. C'est quoi l'approche standard? C'est, tu as su un cours magistral, clic là. Ouais. Après ça, tu es up and running, puis tu commences à travailler. C'est un peu ça? C'est un peu ça, oui, essentiellement. Puis, tu sais, il y a beaucoup de solutions. C'est très en mode, pas essai-erreur, là, mais tu sais, il y a un consultant qui est là. Ils vont le tester ensemble avec le client. Puis là, c'est difficile parce que le client, il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Fait qu'il propose des solutions en essayant d'adapter le processus dans le système, mais il ne sait pas ce qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que s'il fait ça, ça va causer un autre problème ailleurs.
Fait que, de notre côté, l'approche est beaucoup plus granulaire. Fait qu'on y va vraiment, regarde, on va commencer par t'enseigner la base. Voici la base. Puis là, ben, les activités sont tout le temps divisées par... tu sais, comme les activités, on les divise dans l'académie. Tu as tout le temps comme une petite portion, c'est moins de 5 %, c'est comme activation de previous knowledge, qu'on appelle, fait que ce qui avait été enseigné au préalable. Après ça, tu donnes le contexte pour la nouvelle séance. Après ça, tu tombes dans plus instructif, les activités, les simulations. Puis après ça, on vient comme cristalliser, si on veut, la formation par la suite. Mais on le fait vraiment, on le fait dans un mode, ce qu'on appelle, dans le monde pédagogique, c'est Station Rotation Model, qu'on appelle. Fait que c'est vraiment, tu vas l'apprendre, tu vas aller faire des exercices par la suite, tu vas m'en revenir avec tes questions, on va le mettre en pratique, tu vas y avoir des discussions de groupe par la suite pour, mettons, finaliser ou le processus qu'on veut canner ensemble. Puis on tourne toujours comme ça un petit peu dans le processus de formation. Ça garde une bonne inertie dans le processus de formation, parce que pour être honnête, au niveau de l'engagement, les gens sont très excités de commencer leur P quand vient le temps de faire les formations. Là, ça devient... Là, c'est comme la charge tombe sur eux. Ouais. Fait que là, ça devient, dans le quotidien, ça devient plus difficile à gérer. Fait que pour nous, c'est comme un peu notre méthode de garder une inertie dans le projet, puis de toujours avoir, dans le fond, des petits devoirs à faire, il y a des petits quiz. Puis une des choses que nous, on a voulu mettre en place, parce que forcé d'admettre que si tu es capable de suivre l'avancement de tes étudiants, il faut que tu aies des données pour le faire. Fait que la plateforme aujourd'hui qu'on a mis en place, chaque étudiant a un parcours d'apprentissage. Dans le parcours d'apprentissage, il est enregistré dans des cours. On voit son avancement, on voit ses résultats sur les quiz, on voit ses résultats sur les exercices. Puis on ne garde pas ça pour nous. C'est partagé avec le client. Je veux dire, si tu l'as entre tes mains, là, dans le fond, ton succès, là, tu le vois ici, là, si telle personne ne fait pas les exercices, forcé d'admettre que quand va arriver le temps de tomber live, ça se peut qu'elle ait plus de difficultés que les autres. Là. Fait que ça nous a permis de mettre des données sur notre formation puis de dire, ben j'ai 10 utilisateurs, ça devrait bien aller pour ces 7-là, ces 3-là. Si je me fie à ce que je vois, ça risque d'être plus difficile. C'est là que l'entreprise peut dire, parfait, faites un peu plus de support, accompagnez-les. C'est ça. Puis tu sais, forcé d'admettre que les gens, aujourd'hui, tu as des gens qui apprennent de différentes façons, d'autres qui apprennent plus vite, puis c'est tout à fait normal. Ben oui. Mais ça nous permet de l'identifier. Ça permet vraiment de l'identifier et de dire, ben, je ne repasserai pas de tout le monde. Puis là, tu ramènes quelqu'un qui a déjà tout fait tes exercices, puis il est comme, qu'est-ce que je fais ici? Là, Maxime, tu es en train de me dire, c'est très intéressant, là, qu'un examen, c'est pas fait juste pour te taper ses doigts. Non, c'est ça, exactement. C'est pas fait juste te taper ses doigts. Puis c'est la difficulté aujourd'hui pour nous quand on vient pour le mettre en place. Je donne souvent l'exemple qu'on donne, c'est le permis de conduire maintenant au Québec, ta classe 5 qui est faite. Ils utilisent le même modèle que nous, on utilise. Tu as un peu de la formation en ligne à faire, tu as des exercices. Puis, le moment donné, quand tu te sens prêt, tu t'enregistres, tu vas faire ce qu'on appelle le knowledge test, là, fait que le test de connaissance. Puis, si tu passes, yes, tu as ton permis. C'est juste que de notre côté, ben, y a, les critères, si tu le fais pas, ben, il y a un risque associé à l'élève. Ouais. Mais c'est parce que c'est un petit peu différent parce que tu fais partie d'un ensemble de gens qui vont participer au processus. C'est juste que dans un ERP, tout le monde est cadré dans un cadre, essentiellement dans le cadre du ERP. Puis souvent, dans l'ERP, ben, c'est une chaîne de transactions qui va se passer. Et là, c'est sûr que ta chaîne de transactions, c'est un maillon faible à quelque part, c'est là que ça va casser. Ben oui, ben fait qu'aujourd'hui, le risque pour nous, il est là. Mais c'est sûr qu'on n'a pas la même... on peut donner des notes aux gens, on peut avertir le client que ça va être difficile. Ça demeure lui qui a... c'est son fate in their hands. Oui. Puis tu sais, il faut se rappeler, un ERP, c'est à la base, c'est transactionnel. Donc, c'est des transactions des humains qui le fait vivre. Si les humains... Puis ça revient un peu à ce qu'on disait au début. Si les humains voient pas, les utilisateurs ne voient pas pourquoi ils veulent utiliser l'ERP, c'est quoi ça va leur changer dans leur quotidien, qu'est-ce que ça va améliorer, ben ils vont dire, on ne tente pas de travailler là-dessus, je n'utiliserai pas. Puis là, ben exemple, qui sont, je sais pas, là, qui sont à la qualité, puis là, ils font pas qualité dans l'ERP ou peu importe. Là, ben la chaîne, elle bloque là. Elle bloque là. Là, ça ne peut pas continuer. C'est plate de même. Je veux faire ma job, j'ai pas l'inspection de fait. C'est exactement ça. Ça s'arrête là, effectivement. Écoute, là, je t'amène directement plus au niveau opérationnel, transactionnel dans ce coin-là. Là. C'est quoi les éléments qui sont essentiels à mettre en place pour qu'un ERP fonctionne? Ouais. Il y a, bon, évidemment, dans l'ERP, il y a beaucoup de fonctionnalités, puis c'est
Ce qui est le fun, en fait, c'est que depuis 2 ans à peu près, là, les shows ont recommencé, les foires commerciales. Ouais. Puis moi, j'aime les foires commerciales parce que ça me permet d'aller chercher un peu le pouls du marché. Là. Puis d'aller comprendre vraiment les enjeux des gens. Puis il y a les priorités. En fait, les priorités des gens, ce qui revient le plus souvent, c'est souvent la planification de production. C'est comme, ça revient toujours. Je te confirme, nos demandes dans de la prod, c'est ça. Au opérationnel, là, c'est la planif, c'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. C'est vraiment, les gens, ils veulent être capables de fournir des dates de livraison réalistes à leurs clients. Ils veulent les respecter. Ils veulent les respecter. Ils veulent s'ajuster à tous les changements dans l'usine. Un employé absent, un changement de date d'un client, matériel manquant, machine qui brise. Ils veulent un système qui avise un employé automatiquement si quelque chose arrive. Mais ce qui est plate, c'est vraiment plate à dire, mais ça, c'est la cerise sur le sundae dans un ERP. C'est vraiment comme au top de la chaîne. Si tu veux être capable de faire un ERP qui va faire ça, tu as beaucoup de choses à mettre en place avant. Puis quand on parle de qu'est-ce qui est vraiment important, tout de moins pour les manufacturiers, parce que c'est le domaine dans lequel on baigne, pour moi, ça revient à 2 thématiques. La première, c'est ce qu'on appelle le MRP, le plan requis matière. Puis la deuxième, c'est ce qu'on appelle dans le jargon manufacturier des BOM, fait que des nomenclatures de fabrication. En anglais, Bill of Material. Bill of Material, exactement. Fait que, pour moi, ça, c'est vraiment les deux. C'est plate parce que c'est boring comme sujet, là, on va se le dire. Là. Mais ça reste que c'est fondamental. Puis, on en parlait au début tantôt, le fameux MRP, MRP1, MRP2. Quand ça a commencé, là, les systèmes experts dans les années 60-70, le MRP, là, essentiellement, c'était 3 critères. Là. C'était la planification de production, c'était l'inventaire, puis je me rappelle pas c'est quoi la troisième, là, mais il y en avait 3 essentiellement. Puis après ça, fait que, quand on parle de choses de base dans un ERP, là, c'est parti de là, les ERP, il y a 40-50 ans. Là. Fait que, puis aujourd'hui, ben, les gens, ils veulent que ces choses-là se fassent, je vais dire, automatiques. Ouais. Ils ne veulent pas faire l'effort pour gérer, dans le fond, le MRP puis le BOM, mais ça n'en demeure pas moins que s'ils le font pas, ils n'arriveront pas à avoir leur fameuse planification proactive. Il y a une échelle de maturité que Acatec ont lancé, ceux qui ont lancé Industrie 4.0 il y a 10 ans, mais plus que ça maintenant, 12-13 ans, en 2011. Et puis, essentiellement, il y a 6 niveaux. Puis à toutes les fois, peu importe la situation, on est moyen de le placer. Sont où puis ils veulent où. Je t'explique, c'est très rapide, c'est très visuel. Première étape, c'est, dans le fond, c'est computerization. Donc, c'est la capacité d'avoir des logiciels. Un ERP, là, c'est là. Étape 1 dans l'échelle de maturité. Étape 2, c'est la connectivité. Donc, que le ERP soit connecté avec des bases de données machines, soit connecté avec peu importe les systèmes différents, connectés, mais peu importe. L'étape 2. L'étape 3, c'est la visibilité. Donc là, c'est là d'être en mesure d'avoir une vue d'ensemble sur à peu près tout ce qu'on veut. Puis là, ça commence, les gens aiment ça, la visibilité, ça commence. Ça parle. Ça parle. Ouais. Étape 4, c'est sans voir la production, être en mesure avec les données de comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc là, c'est vraiment un understanding. Puis étape 5, c'est la capacité prédictive. Ouais. Donc c'est là, la cerise sur le sundae, quand tu m'en parles, là, les gens veulent aller vers du 4-5. Ouais. Puis, dans le fond, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est que ça prenne les tendances du marché, qu'ils soient en mesure de savoir les shows d'été, le quart de soir en été, ça va baisser la production parce que, tu sais, on le sait, les machines sont moins performantes. Tout d'avoir cette planification-là automatique. Ouais. Puis là, tu leur dis, si vous voulez ça, donc niveau 5, vous avez quoi comme système? Puis là, on redescend. Jusqu'en bas. Ouais. Écoute, on a un peu d'Excel, on a notre système comptable, mais qui va bien, puis tout ça. Puis là, tu fais, OK, non, mais où tu veux aller, voici les étapes à franchir. T'sais, au moins, c'est le fun. Qu'est-ce que j'aime de ces niveaux-là, c'est voici un peu le chemin. Tu n'as pas de manière d'aller différemment. Là, non, c'est ça. Puis c'est quand même, comme tu l'as dit, c'est fondamental. Fait que si c'est pas en place, c'est aussi simple que c'est pas en place, tu n'y arriveras pas. Là. Exact. Fait que, puis tu sais, il y a des raisons pourquoi les gens ne veulent pas aller vers là, puis on pourra en parler tantôt, mais aujourd'hui, tu sais, nous autres, on travaille beaucoup avec des manufacturiers qui font du sur-mesure, puis ils vont dire, mais j'utilise, je fais jamais la même affaire. OK, tu sais, il y a des... pourquoi je ferais un BOM, je fais jamais la même affaire? Ben là, tu sais, les gens, il faut qu'ils comprennent que s'ils font pas ces choses-là, ils n'ont pas les fondamentaux, fait que le MRP, le BOM, si t'as pas le MRP, le BOM, t'as pas le prédictif, tu sais, c'est malheureux comme ça. Puis t'as aussi, quand ils font jamais la même affaire, moi, je suis tout le temps curieux, parce qu'ils ont dit jamais la même affaire. Tu sais, je comprends, mettons que la tasse, ça finit tout le temps avec la poignée un peu différente, puis des petits ajouts, là, mais
Je suis convaincu que si on y va plus dans l'ingénierie industrielle derrière, là, tu peux faire des bundles d'ensemble qui reviennent. Je suis convaincu que les ingénieurs ne partent pas tout le temps ou les dessinateurs from scratch, là, de rien. Là. Ouais, je pense que tu as raison, malgré. Puis ça, on le vit de façon quotidienne chez nous parce qu'on travaille pratiquement juste avec des manufacturiers qui font du sur-mesure. La réalité, c'est que tu peux prendre, mettons que tu leur demandes comment tu estimes un nouveau projet. Ils repartent d'un autre. 80% disent je repars d'un autre projet. Fait que, tu sais, c'est forcé d'admettre qu'ils repartent de quelque chose qu'ils ont fait historiquement. Puis tu as une compagnie qui fait du sur-mesure. Si un jour tu veux vivre une croissance, puis tu veux gérer ton overhead un petit peu, tu peux pas recommencer à toutes les fois. Ça se fait pas. Fait que, dans le custom, il va toujours avoir un petit peu de standard pareil. Puis les compagnies qui font du sur-mesure aujourd'hui, pour vivre leur croissance, visent à faire des unités d'affaires ou des produits qui vont être, sans dire standard, peut-être configurables, mais ils visent à aller vers là. Sinon, comment veux-tu vivre une croissance? Tu vas monter ton équipe d'ingénierie sans cesse pour être capable de vivre ta croissance. C'est un ratio 1 pour 1. Là. Exactement. Ça fait pas de sens. Fait que pour le bottom line de l'entreprise, pour y arriver, il faut que ça passe par... C'est une réduction, carrément, je ne veux pas dire du payroll, là, mais c'est une réduction de ton overhead. Il faut que tu réussisses à standardiser les choses. Ben oui, totalement. Là, on a parlé de ça. On a parlé un peu du ERP, on a parlé du MRP, mais on a une partie gestion de l'inventaire. Oui. Qui tombe dans l'MRP. Ouais. Qui tombe dans l'MRP, mais c'est central. Je pense que COVID... Ça a été catastrophique pour beaucoup d'entreprises. Le paquebot dans le canal de Suez, ça a été beaucoup catastrophique pour les entreprises. Les manifestations amérindiennes qu'il y a eu dans l'Ouest canadien, qui faisaient que la marchandise de Vancouver, des pays asiatiques vers Vancouver, vers, dans le fond, le Québec, ça a été une catastrophe. L'inventaire, c'est... Puis là aussi, après ça, on va se dire, je continue là. Si on met une grosse inventaire, il y a beaucoup d'argent qui dort ces tablettes. Donc, ça fait très mal. Les marges ne sont pas si grosses non plus. Donc, ça mange beaucoup d'argent qu'on emprunte de l'argent pour faire dormir de l'argent sur les tablettes. Ouais, c'est capoté. Ouais, comment... En fait, c'est central, j'ai expliqué un petit peu, mais c'est central, comment tu le vois, toi, de ta perception, cette gestion d'inventaire-là? La gestion d'inventaire, aujourd'hui, est comme à la base... Encore une fois, de tout ce qui est plan requis matière. Puis, encore une fois, dans le manufacturier, c'est central, c'est fondamental pour eux. Même si les gens disent j'ai pas d'inventaire, j'achète tout sur projet. Il y a une notion d'inventaire pareil. Fait Totalement. Que ça s'explique. Mais aujourd'hui, la problématique est rarement dans la gestion d'inventaire des produits finis et pas mal plus dans la gestion de tout ce qui est consommation de matériel dans les zones de production. Puis ces trucs-là, en fait, c'est pour nous, le bénéfice de la gestion d'inventaire va... Il y a comme 3 raisons pour nous pourquoi la gestion d'inventaire est super pertinente. La première, c'est pour tout ce qui est, on appelle des regroupements de quantité. Fait que quand tu as un plan matière, essentiellement, ce que le plan matière fait, c'est qu'il regarde tes besoins en matière sur différents jobs, différents projets. Puis là, évidemment, tu peux dire, j'utilise jamais la même chose, mais tu peux avoir 3 jobs qui utilisent le même boulon. Okay? Fait que là, on va y aller dans quelque chose de très basic. Là, puis je comprends qu'il y a peut-être des gens qui ne gèrent pas des boulons en inventaire, c'est du Kanban, mais on va y aller quelque chose de base. Fait que là, tu as des besoins en boulons sur un paquet de jobs, tu as des dates requises pour chacun des boulons, tu as un horizon dans lequel tu en as besoin. Fait que là où ce que l'inventaire et la gestion d'inventaire et le MRP devient intéressant, c'est qu'il permet de venir regrouper cette information-là. Puis là, les gens, ils disent « Mais pourquoi est-ce que je ferais ça? » En fait, la raison est relativement simple, selon nous. C'est que, disons que tu as besoin de boulons sur 10 jobs. Puis tu fais pas de regroupement. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire 10 bons d'achat. Je vais faire 10 réceptions. Je vais faire 10 factures. 10 paiements aux fournisseurs. Là, tu vois comment tu viens décupler toutes tes transactions. Puis là, j'ai utilisé 10 comme chiffre, ça aurait pu être 3, ça aurait pu être 20. Puis ton prix va être moins bon aussi. Et voilà. Puis là, tu perds une belle opportunité de négocier avec ton fournisseur. Fait que le plan matière aujourd'hui, puis la gestion d'inventaire, dans un premier temps, est vraiment là pour tout ce qui touche le regroupement, dans le fond, de l'information dans le système. Fait que ça, pour nous, c'est vraiment la chose la plus je ne veux pas dire la plus importante, mais un des critères les plus importants. L'autre, c'est d'être capable de... ça, c'est drôle parce que dans les usines, ça fait... c'est tout le temps un sujet de discorde, là, mais démarrer les travaux sans risque d'interruption. Fait que là, je te donne un exemple. Quelqu'un, on veut starter une job, il y a un ordre de production qui a été mis sur le plancher.
On part la chaîne de fabrication. Tu as un employé qui s'installe, peu importe l'employé, il travaille peut-être à l'assemblage. Il s'installe, il fait ses setups, il amène ses affaires, il prend sa liste de pièces, ramasse ses pièces, il manque une pièce. Ouais. Il ne peut pas faire le projet. Qu'est-ce qu'il fait? Il se tourne de bord, on en remonte la chaîne décisionnelle. Fait qu'on passe sur le superviseur, le directeur de prod. Là, on appelle le client, on appelle le fournisseur. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas. Parfait. Bon, ben, crime. On passe à la prochaine priorité. OK, on redescend en bas, défait tout ce que j'ai fait. Ouais. On passe à une autre affaire. Fait que là, c'est un peu, pour nous, c'est de s'assurer, en fait, que tu as le matériel vraiment au bon moment. Puis il y a des gens qui vont... Un symptôme de ça qu'on va voir beaucoup, c'est les gens vont faire ce qu'on appelle la cueillette. Fait qu'ils vont dire, OK, je vais préparer mon panier d'avance. On va prendre le stock, on va l'enlever sur l'étagère, là. On va le mettre dans un panier, puis il va être prêt à partir. Fait que ça, les cueillettes, c'est intéressant. Ça règle une portion du problème. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu as des paniers, chose vécue qu'on voit quand même fréquemment, tu as un changement de priorité. Ton stock reste sur ton panier. Le stock reste sur le panier. Là, le stock est poigné sur un panier. Puis là, ben, on dit, ben, on n'en a pas. Fait que là, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Le stock a été sorti, il est mis à la job, on vient cannibaliser des paniers pour réussir à faire une autre priorité. Puis là, ben, quand on oublie qu'on a cannibalisé le stock, on repasse à la job, on crée des problèmes dans le futur. Fait que pour nous, la gestion d'inventaire, elle vient pas nécessairement régler ça 100%, mais elle vient certainement aider à alléger cette problématique-là dans l'usine. Puis on peut-tu rajouter aussi, je ne sais pas si vous l'avez aussi, mais la partie réservation du matériel. C'est vraiment ça. Fait que nous autres, quand on appelle ça, puis c'est que ça tombe un peu comme dans le troisième critère, ce qu'on appelle la synchronisation des matériels avec le besoin, avec la date de livraison du produit fini. Nous, ce qu'on fait dans notre système, puis là, peut-être que d'autres systèmes le font comme ça, mais c'est du soft reservation. Okay? Fait qu'on j'ai un besoin matériel qui est défini, c'est une réservation, puis tant qu'on ne l'a pas consommé, bien, il reste là. Mais ça, ce que ça nous permet de faire, justement, ça nous permet de dire, bien, tu as une réservation, puis avec cette réservation-là, nous autres, on est capable de venir faire une prévision de l'indice de disponibilité de matériel. Ouais. C'est comme ça qu'on appelle ça. Fait qu'on dit, bien, pour cette job-là, tu l'as en main, cette job-là, tu l'as en main, cette job-là, tu ne l'auras pas en main. Fait que là, tu sais, à un moment dans le temps, tu as une rupture. Tu vas pouvoir acheter en fonction de cette rupture-là quelques jours d'avance pour être sûr que tu l'as à temps, en fonction de tes délais. Fait que tu es capable d'utiliser cette information-là. Puis l'indice de disponibilité de matériel est là justement pour dire, quand je prends un ordre de production, puis je m'apprête à le lancer sur le plancher de production, quel est l'indice de disponibilité de matériel pour cet ordre de production-là? Bien, c'est pas compliqué. Je regarde tous les indices de disponibilité de matériel sur l'ordre de production. Puis s'il y en a un qui me dit j'ai une rupture, j'ai pas fait l'achat, bon, je vais aller dans le pire scénario, je ne peux pas le relâcher à cause qu'il me manque une pièce. Ouais. Peut-être pas vrai, on s'entend. Des fois, tu peux commencer, mais au moins, tu as cette information-là. L'autre chose qu'il nous permet de faire, c'est nous permet de dire, bien, est-ce que j'ai un problème de synchronisation? Est-ce que j'ai pris une action, mais elle n'arrivera pas au moment que je n'ai besoin pour livrer à la date que j'ai promis à mon client? Fait que la gestion d'inventaire, elle permet de gérer ces indices de disponibilité de matière-là. Puis ça, bien, ça permet justement de régler ces problématiques-là en usine. Oui, puis qui sont. En fait, c'est le nerf de la guerre au niveau de la production, puis c'est le nerf de la guerre au niveau de l'entrée d'argent aussi. Fait que c'est extrêmement important. Exactement. On a effrôlé le sujet tantôt. Mm-hmm. Pourquoi créer un BOM si on fabrique jamais la même chose? Si tu savais le nombre de fois qu'on se fait dire ça, en fait, c'est vraiment fréquent. C'est vraiment, vraiment fréquent. Les gens font jamais la même chose. Pourquoi je ferais un BOM? En fait, pourquoi je le ferais? C'est pour toutes les raisons qu'on vient de dire. Oui, ben oui. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la question, c'est pourquoi les gens ne le font pas. Puis ça, c'est toujours quand même curieux pourquoi les gens ne le font pas. Parce que la réalité, c'est que si je le produis, je sais c'est quoi que j'ai besoin pour le produire. Là. Ouais. Il y a quelque part dans l'entreprise que cette information-là, elle est connue. Ouais. OK? Fait que, puis souvent, ce qu'on dit, ce que nous, on voit, c'est que l'information est connue, mais dans le mauvais contenant. Ah, c'est bien dit. OK. Fait que, on travaille beaucoup avec des gens qui font du sur-mesure. Dans le sur-mesure, il y a beaucoup d'ingénierie de conception. Les gens travaillent souvent avec des systèmes de CAD, des dessins assistés par ordinateur. Puis l'information, en fait, elle est connue. Elle est dans le système-là. Puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Bien, ils l'extraient dans un fichier Excel. Puis après ça, ils prennent ça. Puis on leur dit, rentrez dans l'ERP. Ben non, pas besoin de rentrer pas dans l'ERP, ça donne rien. Je veux dire, tiens, je la donne à l'acheteur. Mais là, ça, c'est drôle parce que c'est un vrai phénomène pas dans ma cour parce qu'ils le prennent, ils le donnent à l'acheteur. Il faut qu'il le rentre quelque part. L'acheteur va le rentrer dans le système. Fait que
c'est vraiment c'est une problématique au niveau de l'entreprise. C'est une saisie de données en double, des fois en triple, qui va se faire quand même. Fait que c'est juste que les gens ils disent je ne recréerai pas les pièces dans mon système. Mais en réalité, ils vont se créer pareil dans le système. Il y a quelqu'un qui va finir par faire ça. Puis là, il va se mettre à faire des bons d'achat manuels avec une liste Excel. Puis là, en termes de productivité, on s'entend qu'on est loin du Saint Graal. Puis je veux juste aller sur un point, c'est quand on parle d'action à valeur ajoutée, il y a souvent 2 catégories, valeur ajoutée d'affaires puis valeur ajoutée réelle dans la valeur ajoutée. Puis dans le cas du dessinateur ou peu importe le concepteur, lui, il va se dire, moi, ma valeur ajoutée, qu'il va concevoir, c'est faire le dessin. Fait que le BOM, ça n'a pas de valeur. Il peut penser ça. Ah, oui. Là, il va dire, moi, je suis d'accord avec toi, faire ton dessin, c'est de la valeur ajoutée réelle. Oui. Mais le BOM, c'est de la valeur ajoutée d'affaires. C'est pas de la non-valeur ajoutée que tu es en train de faire. Là. Non, parce que justement, tu as un bel exemple. Là. Le prochain dans le process, là, lui, là, il n'aura pas à se taper tout ça. Là, exactement. Puis, tu sais, aujourd'hui, on est en 2023, là, des solutions, mettons, là, pour prendre des BOM dans des logiciels, que ce soit des Excel, que ce soit même des logiciels 3D, puis transférer ça dans ERP, là, ça existe. Là. Tu sais, c'est pas... on n'est pas dans le rêve, là, dans un monde de licorne. Tu sais, ça existe des produits comme ça aujourd'hui. Là. Fait que ça, c'est une des solutions parmi tant d'autres. Il y en a d'autres solutions pour ça, mais ultimement, on connaît le contenu, on connaît l'information, elle est connue, elle n'est juste pas dans le bon contenant. Fait que ça c'est une des premières problématiques. L'autre problématique, ce qu'on voit, c'est on l'appelle est dans le bon contenant, mais de la mauvaise manière. Je t'explique qu'est-ce que je veux dire. J'ai conçu une machine, j'ai conçu quelque chose d'assez complexe, OK, où ce que j'ai un assemblage, des sous-assemblages, des pièces dans mes sous-assemblages. Puis je prends ça, puis je me ramène ça sur un niveau. Puis je dis liste d'achat. Je me fais un panier d'épicerie dans le fond, je dis ça, c'est ce qu'il faut que j'achète. Puis je mets tout ça sur un même niveau, puis je donne ça à l'acheteur. Je pourrais même dire, je le pousse dans mon système ERP, mais comme une liste d'achat. Là, qu'est-ce que tu viens faire? C'est que tu viens un peu enlever le processus de comment se déroule la job dans ton usine. Parce que tu dis, voici comment on devait le fabriquer. J'ai tout pris mes pièces, tout mis ça sur un niveau, j'ai dit ça, c'est toutes les composantes qu'il faut que tu achètes. Fait que là, tu viens comme de désynchroniser tes besoins matière avec quand est-ce que tu en as vraiment besoin dans tes BOM. Puis là, c'est là que chez nos clients, on vient souvent parler d'un concept qu'on appelle des BOM multiniveaux, des BOM indentés. Parce que là, tu viens créer ce qu'on appelle une notion de successeur ou de prédécesseur. Ouais. Fait que pour faire l'assemblage final, il faut que tes sous-assemblages soient complétés. Ouais. Mais si le système ne sait pas ça, il ne peut pas te dire qu'il faut que tu approvisionnes tes pièces là avant les autres pièces. Fait que ça donne un peu lieu à ce qu'on a vu durant la COVID, où ce que les gens disent j'ai besoin de toutes ces pièces-là, dans le fond, pour ma job, je vais toutes les commander tout de suite. Puis, à la limite, si c'était pas dans les conditions du marché à ce moment-là, c'était peut-être la bonne chose à faire, parce que just in time, on s'entend que ça n'existait plus, c'était just in case. Ouais. Fait que les gens y allaient vraiment y acheter comme ça. Mais aujourd'hui, je pense que c'était revenu un peu plus à la normale. Puis, c'est important de bien synchroniser les besoins pour éviter d'avoir du stock en tablette, parce que une chose que j'ai appris, moi, avec le temps, puis j'ai travaillé dans la manufacture auparavant, tout ce qui traîne, ça salit. Fait que ça, le moins possible, puis d'avoir les choses à temps pour être capable de fabriquer quand on va en avoir vraiment de besoin. Fait que la notion de BOM indenté, puis de comment est-ce que la job va vraiment se passer dans l'usine avec la bonne gamme d'opérations, c'est important. Il faut que ce travail-là soit fait. Si tu design for manufacturing, ben pousse-le de cette façon-là dans ton système ERP aussi pour qu'ils comprennent justement les relations qui existent entre tes assemblages et tes sous-assemblages. Ah, c'est vraiment pertinent. J'aime faire mon petit résumé. Si on résume là, le ERP, alors on a beaucoup parlé de la partie MRP, donc Manufacturing Resources Planning, là, mais ça vient chercher toute l'entreprise, de l'achat à la bonne orchestration des achats pour la prod, d'aider au quotidien les utilisateurs, puis vraiment les aider, faciliter les tâches. Ouais. Jusqu'à arriver à être beaucoup plus performant. Là. Vous devez avoir des cas à succès là, que ça vous a beaucoup aidé. Là. Pour nos clients, aujourd'hui, je pense que la meilleure preuve de succès chez nos clients, c'est pas comment l'implantation s'est passée, c'est vraiment plusieurs années après l'entreprise est rendue. Oui, exactement. Comment est-ce qu'elle a vécu sa croissance, comment est-ce que l'entreprise est passée de 40 employés, puis aujourd'hui est rendue à 125 employés en dedans de quelques années.
entre autres à cause je pense qu'ils ont pris cette décision-là de mettre en place des systèmes comme ça pour leur entreprise. Puis, tu sais, on parlait de planification tantôt comme étant la cerise sur le sundae, mais la seconde que tu te mets à gérer ton inventaire, que tu as des bombes dans ton système, bien, tes besoins de matière sont là, tes indices de disponibilité de matériel sont là. S'il y a un PO qui arrive en retard, le système le sait, l'indice de matériel il est soulevé, il y a une non-synchronisation. Là, on peut émettre des alertes. Tu comprends? Fait que cette information-là, du moment qu'elle est dans le système, après ça, si j'indente mon BOM puis que je dis pour cet assemblage-là, j'ai besoin de tel type de ressources humaines, puis que je sais que j'ai un retard aujourd'hui ou que j'ai une personne qui manque, bien, le système sait que j'ai une job à faire puis une tâche à faire cette journée-là, puis cette personne-là est manquante. Là, je peux émettre une alerte. Tu sais, là, je peux être proactif. Mais c'est sûr que tant que ces fondements-là ne sont pas en place, très difficile pour un système d'avoir cette réactivité-là. Oui, c'est bien résumé. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était super pertinent. Je reviens quand tu veux, François. Parfait. Mais merci beaucoup.